Vous êtes amoureux du droit? Vous aimez la justice équitable? Bien, suivez la grande édition du JT des droits humains sur nos chaînes partenaires et sur YouTube. Tapez JT des droits humains. Ce n'est pas tout. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer l'icône de notification pour ne rater aucune de nos publications. L'accès à l'information est un droit. Une citation à prévenu, instrumentée le 4e jour du mois de novembre, à la requête de l'officier du ministère public et du tribunal de paix de Kinshasa-Gombe, extrait instrumenté par Mbumba Pamboutufi, greffier du tribunal de paix de Kinshasa-Gombe, qui a instrumenté en vertu de l'article 58 du Code de procédure pénale. En notifiant de la date de ce jour à la partie prévenue pour comparer à 9 heures, l'exploit a été instrumenté de la manière que voici. Étant à son domicile, ne l'ayant pas trouvé, ni parents ou alliés ni mère, et y parlant à Madame Mizu Lokasu, sa servante, major d'âge ainsi déclaré. Cette dernière a reçu et a signé ensemble avec les signes instrumentaires. Y a-t-il de réserve par rapport à la manière dont le greffier a instrumenté? Le PG, votre avis par rapport à la manière dont le greffier a instrumenté à l'égard de la partie citée? Par conséquent, vous êtes saisi. Merci, M. Exploit, qui a été trouvé dans le dossier, se déclare valablement saisi à l'égard de la partie prévenue Vidier Chimanga. Pour nous présenter la personne dont vous avez déféré par devant le tribunal. Merci, messieurs, mesdames de la Cour. Le parquet général a l'honneur de vous présenter ces jours le prévenu Vidi Chimanga. Il est de nationalité congolaise. Il est né à Kinshasa le 19 avril 1976. Il est célibataire et père de 5 enfants, fils de M. Chimanga Belebele qui est décédé et de Mme Werwil Gen Marianne qui est en vie. Il est originaire du village Benakanungu, secteur de Babeya, Kabeya Kamanga, territoire de Tchilenge, province du Kassai oriental en République démocratique du Congo. Il est également administrateur de la société Congo Bantu Mining Sahel. Il est porteur du passeport numéro OP 03 86 11 9, délivré le 18 mai 2018 et valide jusqu'au 17 mai 2023. Il réside à Kinshasa, dans la commune de la Gombe, au quartier Royal, sur avenue Kauka, numéro 49. Il est porteur du téléphone numéro 081 82 22 223. Voilà l'identité complète du prévenu que nous avons l'honneur de vous présenter ces jours. Jeudi. Par devant le tribunal des signes. Monsieur Vidi Chimanga, vous aimeriez comparaître en quelle langue? En français. C'est bien vos identités. Vous aviez déjà fait objet d'une condamnation quelconque? Y a-t-il des crimes? Certainement, madame, mais il y en a autant, 2 exceptions. Il va en principe s'abattre sur la fameuse requête au frais de fixation d'audience. Suivi de l'incompétence territoriale du tribunal de Séan, après le moyen d'incompétence, il y aura la prématurité de l'action
après la prématurité, le défaut d'objet ou le manque d'objet, et après le manque d'objet, on va conclure de façon globale par l'obscurité de l'idée. Quels sont, Madame le Président, Messieurs, Dames, le tribunal, le moyen qui seront tout à l'heure développés par la défense, les avocats de la défense de M. Vidier Chima. Pour bien faire les choses, nous allons commencer par l'inconstitutionnalité. Pour cela, Maître Mampouya Cantifle va devoir commencer par développer ce moyen et après, Maître Mampouya, d'autres avocats y interviendront. Merci, Madame la Présidente. Solliciter l'indulgence du tribunal s'il peut permettre à ce que Monsieur le Président Chimanga Chipanavier puisse s'asseoir pour nous de développer la gamme de nos moyens. Merci, mon très estimé confrère, Papi Moubafoka, en présentant les moyens qui militeront quant à premier moyen, à ce que votre guise de tribunal puisse ordonner la surséance à statuer dans la présente cause, a de manière indicative précisé que c'était les moyens primordiaux, je n'ai pas dit principal. Vous vous poserez certes la question par quel mécanisme et par quel qui a instruit à charge et en fixé devant votre tribunal peut se voir buter à un moyen d'inconstitutionnalité. Votre honneur, Madame la Présidente, distinguée honorable dans la proposition, Monsieur le Président, nous sommes dans un état de droit. Lorsqu'on dit état de droit, cela signifie notamment état dans lequel les droits est au-dessus de tout le monde. Gouvernants et gouvernés. N'importe laquelle institution, qu'il s'agisse du pouvoir judiciaire, exécutif ou législatif. Les prévenus, en lisant l'acte d'accusation, il s'est rendu compte qu'on lui reproche notamment le fait qu'il aurait tenu des propos comme quoi j'ai financé la campagne politique de Félix Tshisekedi pour devenir président de la République démocratique du Congo. Le président, c'est moi. Si je demande quelque chose au président, il donne. Le président vient chez moi. Nous dînons ensemble avec lui à la maison. Et au regard de ces faits, les parquets prétendent qu'il s'agit d'un acte d'offense sur l'État et arguent, en se fondant sur l'article 1er de l'ordonnance numéro 63, par 300 du 16 décembre 1963. Or, la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, telle que modifiée et complétée à ce jour, dit à son article 23, toute personne a droit à la liberté d'expression. Et l'alinéa deuxième, pour dire, ces droits impliquent la liberté d'exprimer ses opinions ou ses convictions, notamment par la parole, l'écrit, l'image et ses pièces. Est-ce qu'elle est faite par M. Chimanga Chipanavier et exprimer une expression en se conformant au petit article 23 de notre Constitution, a-t-il violé la loi? Vous comprenez, votre honneur, que la loi, sur base de laquelle l'action du parquet se fonde, viole la Constitution. Et c'est faisant, votre honneur, vous, juge pénal congolais, vous n'êtes pas juge de la constitutionnalité.
Vous jugez les faits, soit pour condamner, soit pour acquitter. Mais la loi sur base de laquelle vous devriez condamner ou acquitter le prévenu est-elle en phasage avec la loi suprême? Nous estimons non. Vous également. Mais dis-moi, vous ne pouvez pas opiner sur cette question. Qui n'a pas été fait qu'il y a un juge constitutionnel qui est habilité, qui est investi de ses pouvoirs pour vérifier est-ce que réellement la loi citée, pour ne pas dire rappeler, viole-t-elle la Constitution? Oui. Ça, c'est la première branche de ces moyens de constitutionnalité motif oui que la loi, si l'offense du chef de l'État telle qu'est évoquée ci-bas, viole l'article 23 de la Constitution. Deuxième branche, votre honneur. L'action telle qu'est diligentée par les parquets viole les précédents articles 17 et 19 de la même Constitution. En ce que l'article 17 de la Constitution pose les principes de la légalité des délits et des peines. Ni l'um crimen, ni la poena, ni l'um judicium sine lege. Il n'y a pas d'infraction sans loi, il n'y a pas de peine sans loi, il n'y a pas de procédure sans loi. Vous vous poserez aussi la question, qu'en est-il de ces deuxième branches du moyen de constitution? Compilsant l'arsenal juridique congolais, nous parlons là du code pénal congolais, livre premier, qui a été posé par les décrets de 1940, dispose votre honneur que quand l'infraction est commise contre un particulier et que la peine maximale prévue par la loi zaïroise, congolaise naturellement, est de 5 ans de servitude pénale au moins, cette requête doit être précédée d'une plainte de la partie offensée ou d'une dénonciation officielle de l'autorité du pays où l'infraction a été commise. Faisant une petite démonstration, et nous sommes très heureux du fait que les magistrats instructeurs, c'est lui qui siège, notamment dans les collectifs parquets aujourd'hui, lorsque vous lisez la cote in de votre dossier de pièces, rapport à monsieur le procureur général de la Cour d'appel de Kinshasa, constatation, en date du 15 septembre 2022, les journaux suisses, les temps, a publié. Sauf erreur de ma part, le journal suisse ne publie pas ici. Ça, c'est le parquet, l'instructeur du dossier, qui fait rapport à son chef d'office. Et ce rapport est la résultante de l'audition du prévenu, de l'inculpé à l'époque. Et si vous lisez les PV d'audition, page 2e, 6e question, où et quand les aviez-vous rencontrés? Les prévenus disent les 15 et les 12 à Londres, dans 2 restaurants où ils m'avaient convié. Au regard du rapport, 11 et 12, mais à Londres, j'ai appris que les actes du parquet sont des actes authentiques, qui se conforment à la foi du aux actes authentiques. S'il vous plaît, conseil de la partie prévenue. Là, c'est... L'inconstitutionnalité a 3 branches. Okay. On pouvait se limiter à la première branche, mais nous renchérissons d'autres aspects. Nous disons donc, votre honneur, Madame le Président, que, au regard du rapport du magistrat instructeur du dossier, l'avocat général Kalonda Djonga Mbolo, ainsi qu'au regard de l'audition de M. Ouveni, inculpé en son temps, point n'est besoin de vous dire que les faits pour lesquels vous êtes saisis à ce jour ont été concoctés et commis en dehors du territoire congolais, pas même en Afrique, en Europe. Or, votre honneur, la Constitution voudrait à ce que la personne soit poursuivie
suivant la procédure prévue par la loi. Est-ce que la loi congolaise prévoit une procédure qui puisse permettre aux juridictions congolaises de se saisir d'office, parce qu'il n'y a jamais eu de l'organisation de l'autorité étrangère, jusqu'au point de fixer, je ne peux plus comprendre qu'il classe à leur niveau. Cette façon de faire viole aussi la Constitution. En ce que l'article 17 dit, nul ne peut être poursuivi, arrêté, détenu, condamné qu'en vertu de la loi et dans les formes qu'elle prescrit. Est-ce que la loi congolaise prévoit une forme pour des faits prétendument commis à l'étranger, pour que, sans plainte, encore moins dénonciation de l'autorité étrangère, les juridictions congolaises saisissent l'office et qui poursuivent? Nous disons non. Ceci, c'est aussi une autre violation de la Constitution. Votre honneur, Madame la Présidente, vous êtes juge congolais et vous êtes sans ignorer, au regard de l'article 149 et 150 de la Constitution, vous êtes garant des droits et libertés des citoyens. Et l'article 19 dit, votre honneur, ça c'est le troisième range, du même moyen, que nul ne peut être soustrait du juge que la loi lui attribue. J'aurais pu comprendre que monsieur notre client fasse l'objet des poursuites à l'étranger. Parce qu'en RDC, ça ne peut être possible que sous réserve des conditions évoquées tantôt. Au regard de ce que nous venons d'insinuer, le tribunal dira quel est le fondement juridique du moyen que nous soulevons et quelle sera votre attitude quant à ceci. Et rapidement, nous avions lu les articles 162 de notre loi fondamentale qui dispose, votre honneur, Madame la Présidente, distinguée Madame et Monsieur membres de la composition, la Cour constitutionnelle est juge de l'exception des constitutionnalités soulevées devant ou par une juridiction. Nous nous trouvons dans les cas de figure où la défense, devant une juridiction, soulève une exception des constitutionnalités qui mérite à ce que la Cour constitutionnelle seule, juridiction des fonds, cette question-là, puisse opiner sur la question. Et la ligne deuxième de l'article 70 dit, toute personne peut la saisir. Et c'est la Cour constitutionnelle pour inconstitutionnalité de tout acte législatif ou réglementaire. Nous avions dit que la loi de 63 également violait la Constitution. Et la troisième vous donne la solution. Elle peut en outre saisir la Cour constitutionnelle par la procédure de l'exception des constitutionnalités invoquées dans une affaire qui la concerne devant une juridiction. Celle-ci, c'est-à-dire la juridiction, sursoit à statuer et saisit toute affaire cessante la Cour constitutionnelle. Donc, la législation congolaise, au regard du droit positif congolais, ne vous donne aucune prérogative pour répondre quant à ces moyens. Votre attitude consistera à constater qu'on a soulevé ce moyen par devant vous et vous ordonnerez la succession à statuer en attendant que la juridiction suprême ayant qualité pour ce faire puisse vous dire est-ce qu'elle devrait vous poursuivre M. Timanga au regard de la loi invoquée ou vous devriez les poursuivre au regard de l'article 17 et 19 qui voit la Constitution ou pas. En attendant votre honneur, c'est faisant, vous juge, étant soumis à l'autorité de la loi, vous serez obligé de recevoir ces moyens et de donner l'assistance à la présente cause. Dans ces conditions-là, vous remplirez fidèlement le prérogatif que vous partagez avec l'État. Votre honneur étant entendu que nous sommes collectif et qu'il y a d'autres moyens qui seront soulevés par les confrères, nous estimons, quant à nous, de la catastrophe technique que vous avez fait, nous avons. Au second moyen, qui Oui, l'incompétence
compétences territoriales du tribunal. Votre honneur, madame. Le tribunal ne peut jamais violer. Merci beaucoup, madame. Votre accompagnement de la partie accusée frise un acharnement, je parle de l'organe de la loi, même si le parquet général va proposer les dispositions de l'article 77. Mais l'exercice de la plénitude de l'action publique a été décentralisé. Je crois qu'avec argumentation soutenue, et là, nous pouvons revoir les dispositions de l'article 65 qui confère la compétence de juridiction. Et à ce stade, je croyais être en face du ministère public prêt à la juridiction pour laquelle vous avez fixé les dossiers, mais alors vous êtes là. Et encore merci pour confirmer cet état d'acharnement. Nous disons acharnement, pourquoi? Pour compléter ce que l'estimé confrère a dit, la procédure qui est par devant vous résulte d'une violation intempestive des lois. Et en sus de ce qui a été savamment dit, nous vous ajoutons les pertinentes dispositions de l'article 67 de la loi organique, votre loi, qui porte sur l'organisation, fonctionnement et que dit cette loi? En matière répressive, le ministère public recherche les infractions aux actes législatifs et réglementaires qui sont commises sur les territoires de la République démocratique. Heureusement, ce n'est pas pur impossible que l'instructeur qui avait reçu l'audition de notre client s'est rendu compte que les faits que lui reproche, les faits prétendument commis, l'ont été en dehors du territoire de la République démocratique. Et ça, en vertu de cette disposition pertinente, je m'attendais, parce que le parquet, en principe, s'est saisi et instruit qu'en vertu de la loi. Et c'est pour cette raison-là que nous les appelons gardiens de l'ordre public et de la loi. Mais ici, on constate que le parquet, votre odeur, Madame la Présidente, une brève historique dans cet acharnement qu'on vient de vous confier pour peut-être habiller ce qu'ils ont déjà concocté. Le client ici présent a été invité par le parquet par une invitation sous le régime d'un dossier RI, sans qu'il ne soit auditionné. Le parquet a déjà converti les dossiers RI en RMP. Et c'est là, au mépris des pertinentes dispositions qui viennent d'être développées par le mignon confrère, je dis l'article 3, livre 1er de notre code pénal. On convertit, et malgré le rejet de toutes ces allégations, parce que le ministère public n'a pas une autre base que de ramasser la publication d'une situation sur la toile. Même si le gouvernement de notre pays, je suivais le ministre de la Communication, c'est vendredi, sur le fameux problème de l'Est, qui demandait aux organes de la presse de ne pas compter ou tenir compte des images et des propos passés sur les réseaux sociaux. Mais curieusement, aujourd'hui, c'est le parquet qui vous amène leur proie, excusez-moi le terme, parce qu'il a déjà fait l'objet d'un mandat d'arrêt provisoire. Il a déjà été amené en prison, quand même à franc. Et ça, c'est en violation flagrante des lois de la République.
Et je croyais que toute œuvre humaine n'étant que faillible, il pouvait se reconstituer et classer purement et simplement les gênants en fixe avec la précipitation la plus aiguë et toujours en violation des lois. Madame, vous ne recevrez pas cette requête si, par extrême impossible, vous dites que non, vous direz que non, les exceptions d'inconstitutionnalité, mais au vu de ces violations de loi, les faits prétendument commis à l'étranger, sans la plainte, ou dire sans plaignant, et plus loin sans victime, et nous sommes par exemple, vous constaterez que les lois ont été violées. Et vous en connaissez la conséquence logique à donner à cette requête. Donc, les juristes d'être complétés par les voyants pour faire, je vous déjà. Et mes éminents et estimés confrères, nous vous avons présenté le moyen d'inconstitutionnalité sur l'élection qui prévoit la sanction sur l'infraction d'offense au chef de l'État, l'ordonnance de 1963, bien qu'elle-même ne définisse même pas l'infraction de l'offense, mais elle vous dit seulement est punissable de 2 à 3 mois, ainsi de suite, l'auteur, la personne qui aurait commis l'infraction d'offense au chef de l'État. Les éminents juristes, plusieurs jurisprudences et doctrines abondent dans le même sens pour donner des conditions de poursuivre le présumé auteur de l'infraction d'offense au chef de l'État. Dans ce sens, Monsieur le Président, Madame la Présidente, distingués membres de la composition, on vous indique ne serait-ce qu'une dénonciation ou une plainte. Parce que les législateurs lui-même vous disent, vous ne pouvez pas ouvrir cette porte de poursuite de l'offense envers le chef de l'État au lieu à condition que les chefs de l'État s'en plaignent ou les dénoncent auprès d'une autorité militaire, administrative ou judiciaire. Ainsi donc, la plainte ou la dénonciation du chef de l'État est une condition de l'exercice de l'action publique. Mais dans les cas sous examen, je suis en train de lire, et à son âme l'éminent juriste, un de vos collègues, Boni Chizumu, les infractions de A à Z, à la page 555. Votre honneur, dans les cas sous examen, la Constitution donne des conditions. La même loi qui viole la même Constitution, à un moment on vous dit non, mais il faudrait quand même, ne serait-ce qu'attendre qu'il y ait une dénonciation. C'est-à-dire cette condition vient renforcer les termes de la Constitution. Au vu de tous ces moyens, nous adhérons à la brillante plaidoirie de notre estimé confrère et nous réitérons la demande à ce que votre présente juridiction en ordonne la surséance en attendant que les juges constitutionnels nous répondent sur cette question d'inconstitutionnalité, sur ces moyens que nous avons. Si nous pouvons passer. La pluralité des exceptions, il est faille que le tribunal nous autorise de répliquer chaque fois qu'il termine une exception pour que les fils d'idées soient bien gardés et pour qu'on puisse susciter même des contre-répliques en la matière. Et nous sommes en train de débattre sur un moyen X, ça risque à une certaine limite aussi de nous faire perdre. Le mieux serait que de moyens soulevés. Donc, je voudrais, Madame le Président, formuler cette demande, que les ministères publics soient patients, qu'ils notent et que nous terminions d'abord ce que nous sommes en train de faire poser, en tout cas de bout en bout. Donc, si le tribunal peut agréer ou reconduire la méthode qu'il a déjà adoptée, ça nous permettrait de bien évoluer et nous avons posé son problème et quelques membres du collectif ont réagi. On voit sa main, on lui donne la parole et après le tribunal. Voir la demande du parquet, c'est que vous aussi, vous aurez à opiner autant de fois que les moyens seront soulevés. Vous aurez à rendre plus de décisions. sans entêter ici. Et c'est nous la défense. Épuisé
notre judiciaire et le parquet va noter. Les stylos est fait pour ça, le papier photo. Le ministère public ici présent, ce sont des chevronnés. Moi, je ne pense pas que ces moyens ici vont leur perdre le fil d'idées. Quand on arrive au parquet général, c'est qu'on est déjà chevronné. Moi, je pense, laissons-nous développer nos moyens, ils vont répliquer une fois pour toutes. Nous avons. Je voulais dire, c'est que nous ne sommes pas en matière civile où on va se contenter à donner un avis après que le parti civil ou le parti prévenu ait donné leur point de vue. Nous sommes en matière pénale où le principe du contradictoire est de mise. En matière pénale, toute exception qui est soulevée doit être soumise au débat. Voilà pourquoi, pour qu'il y ait le débat, nous voulons que l'on passe d'une exception à une autre, qu'on fasse le débat, qu'il y ait de contre-répliques dans chaque exception qui est soulevée. Et c'est en ce moment-là que le tribunal pourra être éclairé. On ne peut pas se contenter d'un avis à donner à la fin de l'exposition de moyens du prévenu. Droit après l'exposition de moyens et la vie de sa public. Donc vous aurez à chaque moyen, on aura un avant-dire droit ainsi. Ça c'est un désordre procédural qu'on veut créer dans la manière de faire les choses. Le tribunal a compris, le tribunal s'est prononcé réaction par rapport à chaque moyen. Et dès que la partie prévenue va finir avec le développement de ces 5 moyens soulevés, vous aurez peut-être à lire tout ce que vous avez touché et le tribunal va devoir se prononcer comme partie citée, vous pouvez évoluer avec vos préalables. Article 67 de la loi organique numéro 13 011-B du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l'ordre judiciaire. Cet article est ainsi libellé. En matière répressive, le ministère public recherche les infractions aux actes législatifs et réglementaires qui sont commises sur le territoire de la République. Il reçoit les plaintes et dénonciations, accomplit tous les actes d'instruction et saisit le cours et tribunaux. En l'espèce, le ministère public saisit les cours et tribunaux par voie d'une requête aux fins de fixation d'audience. Mais Madame le Président, je ne rappelle rien au parquet que dans l'exercice de poursuite, il y a aussi deux obstacles à l'exercice de poursuite. Il y a des obstacles. Je pense qu'en droit congolais, il y a deux obstacles. Le premier, c'est la plainte préalable de la partie lésée. Et l'autre obstacle est lié à la qualité même du délinquant ou de la personne qui commet l'infraction. Ici, je fais allusion à l'article 164 de la Constitution, juste pour essayer d'épingler un peu quelque chose, dans le sens que cet article énumère les personnes qui sont revêtues de l'immunité et qui sont justiciables directement devant la Cour constitutionnelle. Ça, ce n'est pas notre problème. Notre problème, c'est par rapport aux obstacles liés à la plainte préalable de la partie lésée. En droit congolais, il y a plusieurs cas de figure qui subordonnent la poursuite par la plainte de la partie lésée. Je n'apprendrai rien au parquet. Il y a les cas d'adultère, il y a les cas de grivellerie, il y a les cas des infractions au droit d'auteur, il y a les cas d'acharnement sexuel, il y a les cas des outrages et violences envers le membre de l'Assemblée, du gouvernement, ainsi de suite. Et il y a aussi les cas d'infractions commises à l'étranger. Les infractions commises à l'étranger,
la loi congolaise, à l'article 3 du Code pénal le premier, donne la manière dont ces infractions peuvent être poursuivies au Congo. On ne peut pas se réveiller d'un bon matin parce que c'est le parquet général qui l'a tombé et on dit ça va, on s'est saisi d'office parce qu'on est à la recherche des infractions et on prend le prévenu, on l'envoie à la... Donc c'est un jeu qui s'est passé, madame, c'est un peu regrettable. Ils ont perdu de vue, le parquet a perdu de vue qu'il était en face aussi d'un semblant. Ici aussi, nous sommes venus parce que vous êtes là pour juger aussi vos semblants. Mais madame le président, c'était étonnant. Pourquoi j'ai dit ça, madame le président? Ces dossiers, vous allez comprendre au fil du développement des moyens de forme que c'est un dossier, permettez-moi le terme, je me réserve, compliqué. C'est un dossier qui dit qu'il y a trop de dessus des cartes au-dessus de ça pour mettre la vie de M. Vidi en danger. Si vous permettrez, j'en viens. Pour qu'on puisse comprendre de peindre, de planter les décors. J'en viens, madame. L'incompétence est tirée d'abord de la violation de l'article 3 du Code pénal, livre premier. Cette incompétence est criante. À la lecture de cet article, vous comprendrez que cet article impose les poursuites par la plainte ou la dénonciation d'une autorité étrangère. La plainte de la personne lésée à l'étranger, pas au Congo. Alors, vous avez des pièces, vous avez un dossier de pièces de 112 pièces. Est-ce qu'il y a une plainte ou une dénonciation, parfois diplomatique, d'une autorité étrangère? Le parquet va vous répondre par rapport à cette question-là. Le parquet va vous répondre. Alors que le parquet, dans son rapport du 18, du 18 septembre 2022, vous pouvez vous rapporter à la cote numéro 1 de votre dossier de pièces, tel que classé ici. Le procureur général audiencier lui-même, c'est lui qui est l'auteur de ces rapports adressés à son chef hiérarchique. Dans les constatations, lui-même, le procureur général, ici présent, spécifie qu'en date du 15 septembre 2022, le journal suisse Le Temps a publié plusieurs vidéos mettant en scène M. Vidi Tshimanga, conseiller spécial en matière de stratégie du chef de l'État, négocier l'argent auprès de supposés investisseurs prétendant représenter une agence de Hong Kong. Ce rapport a été fait avant même que notre client ne vienne comparaître. C'est-à-dire qu'au niveau déjà du parquet, ils étaient en train de concocter des choses. Au niveau déjà du parquet, ils étaient en train de faire des histoires. Lui-même spécifique, c'est le journal suisse. Cet argument est encore renforcé par la question numéro 6 du procès verbal signé contradictoirement. Il y a le ministère public audiencier lui-même a signé et le client aussi a signé. La question 6
posée par le procureur général, elle est la suivante. Où et quand les aviez-vous rencontrés? Les clients répondent le 11 et le 12 juillet à Londres dans 2 restaurants où ils m'avaient convié. Ça, c'est la question. La réponse de monsieur, de notre client. Madame, quelle n'a pas été notre surprise? Heureusement que la fraude corrompt tout. Quelle n'a pas été notre surprise? Vous appelez à la requête au fait de fixation d'audience. Lorsque le parquet vient présenter, après lui, le fait de la cause, le parquet est en train de dire, en l'espèce, avoir à Kinshasa, ville de Sénon et capitale de la République démocratique du Congo, plus précisément dans la commune de la Gombe. Ça c'est quoi? Les glissements, ça peut s'appeler glissement, le régime aussi, le régime diapassé. Ça peut s'appeler glissement ou quoi, je ne sais pas. Si c'est une intelligence subtile, je ne comprends pas. Ou c'est une sorte de malignité, je ne comprends pas. D'où a-t-il tiré la commission de fait dans la commune de la Gombe? C'est à partir de quel élément? Il s'est référé à quel élément pour faire asseoir un argument d'après lequel le client aurait commis diverses infractions ici à la Gombe. Malheureusement, ce sont des œuvres manifestement imparfaites, incapable lui-même de spécifier à la Gombe si c'était dans son bureau, si c'était dans un bistrot, si c'était où, imprécis. Il est resté évasif. Il est resté imprécis. Il prendra la parole, il vous dira si c'est à la Gombe, si c'était, je ne sais pas où. C'est ça la commune de la Gombe. C'est pas ça s'étend de tel ou à tel point. Bon, je ne maîtrise pas trop la commune de la Gombe, je suis à Mongafoula. Si c'était à Mongafoula, je comprendrais, j'allais facilement vous le décrire. Mais à la Gombe ici, lui il a vu le prévenu où? Quels sont les éléments qui militent à dire que le prévenu, notre client, aurait commis en son temps ces infractions ici à la Gombe. Où? Il vous le dira. C'est qu'ici va balbutier sérieusement lorsqu'il va vous répondre par rapport à cette question. Donc, madame, nous disons, au regard de l'article 3 que nous avons fait poser le principe, au regard de son propre rapport et du PV de l'audition du prévenu, qu'il y a manifestement incompétence de votre tribunal. Donc, vous allez, madame, vous déclarer incompétent par rapport à la connaissance de ces infractions qui, jusqu'à ce jour, ne sont pas, sur le plan légal, ne peuvent même pas être jugées par le juridiction congolaise, étant donné qu'il n'y a même pas une plainte de la victime à l'étranger, moins encore une dénonciation sur le plan diplomatique. Je me ferai compléter par les estimés confrères par rapport à ce moyen de compétence. Merci. Merci, votre honneur, Madame la Présidente. Ceci, votre honneur. Qu'en droit pénal congolais ou en droit procédural congolais, le parquet est buté au principe de territorialité. Cela signifie quoi? Les très estimés Boumana Bomposo Arthur
vous a lu les articles 67 de la loi portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l'ordre judiciaire. Qui dispose clairement qu'en matière répressive, le ministère public recherche des infractions commises sur les territoires de la RDC. On ne dit pas sauf ou excepté, comme non. Lorsqu'un législateur ne fait pas, ne risque pas des exceptions, il n'appartient pas au tout-puissant parquet de s'attribuer des compétences. C'est illégal, votre nom. L'article 57 de la loi précitée et l'article 2 de notre code pénal posent les principes de territorialité des poursuites. L'article dit ceci. Code pénal livre premier. L'infraction commise sur les territoires de la République démocratique du Congo est punie conformément à la loi. On ne dit pas sauf en cas de poursuite. On ne peut pas s'attribuer une compétence parce que nous sommes dans un état de droit et qu'on peut pas facilement arriver au Congo-Brazza, on commence à dire non. Bien que c'est les grands Congos, il y a tout ici, lithium, tout ça. Mais en cette matière, le législateur a limité les terrains. Et les moyens soulevés, vous te dire quoi? Que toutes les juridictions congolaises sont incompétentes de statuer lorsqu'il y a une infraction commise à l'étranger, sans pour autant que la personne l'ait fait. Ou l'État étranger est dénoncé auprès des autorités congolaises pour que cette fois-ci-là, notre justice puisse commencer bien à prendre son style et son livre. Reconnaissez-vous, reconnaissez-vous. Donc dans les cas où vous avez votre nom, l'incompétence est tellement patente que même pas la Cour de cassation, encore moins le parquet pour la Cour de cassation, peut inclure. Les PGL a les monopoles. Ici, il n'y en a pas. Parce que les législateurs congolais, c'est limité. Nous ne sommes pas en Belgique, on parle de l'universalité. Nous avons les Belges, je vais poursuivre un Congolais, on a tout ça. Non. Je vais bombarder à Goma. Non. Ici, c'est la tête de tout. Donc, vous comprendrez que le parquet a violé la souveraineté suisse ou anglaise en prétextant que l'ordre public congolais serait troublé par le fait qu'une prétendue infraction aurait été commise dans les territoires autres que à ce jour, nous ne pouvions pas parler de cette affaire sans la plainte de la partie victime ou la dénonciation d'un officiel étranger par voie diplomatique. Ces formalités légales n'étant pas remplies, n'étant pas observées, tout le reste est prématuré, fût-ce les poursuites ou même la fixation du dossier devant prétendument le tribunal compétent. Donc à ce niveau-là, il y a manifestement prématurité. Donc nous avons posé aussi le moyen relatif à la prématurité. Donc ici, c'est comme quelqu'un qui ferait la layette avant que même son enfant soit né. Il ne connaît même pas le sexe. Il ne connaît même pas le sexe de l'enfant. Directement, il y a des couches, il y a des pampers, il y a de ceci, des habits qui s'apparentent à un enfant mâle. Mais il peut même être mort-né. Donc vous ne connaissez rien de cet enfant, mais ici il y a la layette. C'est ce que le parquet a fait. Donc vous comprenez que là, c'est vraiment une sorte de prématurité. Et ils ont bien fait eux-mêmes d'étouffer ça. Bien, parce que leur action a étouffé aussi, dans une certaine mesure, leur propre poursuite éventuelle ou ultérieure. Donc à ce niveau-là, vous comprendrez qu'il y a prématurité et vous en tirerez les conséquences de droit sur la question. Donc, l'irrécevabilité à une certaine limite, parce que la sanction par rapport, étant une fait de non-recevoir, la sanction c'est l'irrécevabilité. Donc c'est par rapport à la formalité, je me fais compléter par Maître Moulimbi par rapport à ce moyen. Messieurs le collectif du parquet, cette prématurité, vous allez
l'a constaté dans le rapport du magistrat instructeur. Je vous épargne la lecture parce que vous aurez le temps de l'examiner, mais je voudrais tout simplement qu'à la page 2 de ce rapport, vous relèverez ceci. Pour asseoir votre décision, que le magistrat instructeur lui-même dit ceci. Ceci étant, nous proposons l'ouverture d'une information judiciaire afin d'appréhender les faits en dehors des réseaux sociaux. Du moyen en question. Madame le Président, Maître Yves et Maître Jules, le parquet aurait dû faire un travail fouillé. Maître Molim, il a bien vu de ça. Il s'attend à quel résultat? Mais d'emblée, nous avons entendu de la part de presque tous les plaideurs les mots acharnement, acharnement, acharnement. C'est quand même sidérant. Pensez-vous, monsieur le plaideur, et même madame de la Cour et du tribunal, que le ministère public de notre rang puisse abandonner ses multiples occupations uniquement pour s'occuper, pour s'acharner à un citoyen honnête, à une personne honnête? Non. La réalité, c'est que le ministère public en général, et le ministère public près la cour d'appel de Kinshasa Gombe en particulier, reste un cauchemar pour tous les infracteurs. Les jours où vous attendrez dire que le ministère public a cessé avec l'acharnement, c'est que ce jour-là, le ministère public devient complaisant. Nous sommes les avocats de la société et ce que nous poursuivons, c'est l'intérêt public. Une fois que la loi est violée, le ministère public ne peut pas rester dans la complaisance. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui l'acharnement. Les seuls moyens soulevés sont les suivants. Il y a d'abord l'inconstitutionnalité. Le prévenu soulève le moyen d'inconstitutionnalité en se basant sur les dispositions des articles 17 et 23 de la Constitution, pour dire que la liberté d'expression est consacrée par ces dispositions légales et que l'ordonnance loi réprimant l'offense est inconstitutionnelle. Le ministère public constate d'abord que le plaideur qui a lu cette disposition légale s'est limité au début de l'article même, alors qu'il fallait lire cette disposition légale, cette disposition constitutionnelle jusqu'à la fin. Il fallait lire cette disposition légale in fine. Mais parce qu'il n'a pas lu, je vais devoir vous lire cette disposition constitutionnelle. Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit implique la liberté d'exprimer ses opinions ou ses convictions, notamment par la parole, l'écrit et l'image, sous réserve du respect de la loi, de l'ordre public et de bonnes mœurs. Il en va de même de l'article 17 qui pose le principe de la liberté d'expression. Dans les cas de stress, le prévenu a-t-il observé les réserves qui sont émises par la Constitution elle-même? Si le prévenu n'a pas émis de réserve, c'est-à-dire n'a pas vexé les susceptibilités, n'a pas ridiculisé la personne humaine, en ce moment-là, la liberté d'expression serait sans faute. Mais dans la mesure où le prévenu lui-même viole le prescrit de l'article 23 de la Constitution, en n'observant pas les limites, il viole la loi. Donc c'est sous réserve de l'ordre public, de bonnes mœurs. Vous ne pouvez pas, au nom de la liberté d'expression, débiter n'importe quoi. Et la loi qui a été violée ici, c'est laquelle? C'est l'article 1er de l'ordonnance numéro 63/300 qui incrimine l'offense vis-à-vis du chef de l'État. Il faut aussi retenir que la même Constitution qui préconise la liberté d'expression stipule aussi que la personne humaine est sacrée
et que l'État a l'obligation de protéger cette personne. Donc, le prévenu ne peut pas invoquer l'article 23 de la Constitution parce que cet article ne lui sera d'aucun secours. Au contraire, c'est le prévenu lui-même qui a violé cette disposition légale en dépassant les limites qui sont accordées par la Constitution elle-même. Donc, vous n'allez pas retenir ce moyen. Et le même prévenu dit qu'il y a inconstitutionnalité par le fait qu'il n'y a pas une plainte préalable s'agissant de l'infraction d'offense au chef de l'État. Et j'ai été sidéré lorsque j'ai vu un plaideur en train de lire ce livre qui a été rédigé par mon collègue Boniki Zungu à son âme, de A à Z. C'est sur ce point précis qu'on peut dire que les collègues étaient en train de somnoler. Parce que je vous donne la genèse de cette conception qui consiste à considérer qu'il faut une plainte préalable pour poursuivre l'auteur d'une offense envers le chef de l'État. La conception atavique provient de l'article 96 du Code d'organisation et de compétences judiciaires. Cette disposition légale détermine la compétence matérielle ou déterminait la compétence matérielle de la Cour de sûreté de l'État. Et je peux d'ailleurs vous lire, vous allez constater que l'offense au chef de l'État n'est pas subordonnée à la plainte. Je vais vous lire la genèse d'abord. J'ai pris les codes d'OCJ, comme vous êtes tous juristes, vous savez ce que je veux dire, de la compétence matérielle de la Cour de sûreté de l'État. La Cour de sûreté de l'État connaît seule les infractions visées ci-après. Les infractions relatives aux atteintes à la sûreté de l'État, les infractions relatives à la répression des offenses envers les chefs de l'État, les infractions relatives à la répression des offenses envers les chefs d'État étrangers et outrages dirigés contre les agents diplomatiques étrangers, les infractions relatives aux imputations dommageables et aux injures envers les chefs d'État, pourvu qu'ils s'en plaignent ou les dénoncent auprès d'une autorité militaire, administrative ou judiciaire. Voilà, c'est le point 4 ou l'alinéa 4 qui a été repris par le collègue Tizougou dans ce livre. Mais lorsque vous voyez ici, il y a un distinguo entre les offenses envers les chefs d'État, le chef de l'État de la RDC et le chef d'État étranger. C'est s'agissant des chefs d'État étrangers que les poursuites sont subordonnées à la plainte. Donc c'est tout simplement une erreur. D'autres ont cru qu'ils pouvaient trouver cette conditionnalité de la plainte préalable à l'article 138 ter du Code pénal, le livre 2, mais c'est sans compter. Parce que quand vous lisez l'article 138 ter, vous allez trouver que là, il ne s'agit pas de l'offense envers le chef de l'État, mais il s'agit plutôt des outrages. Donc, la jurisprudence est allée d'ailleurs beaucoup plus loin. La jurisprudence, et d'ailleurs, c'est la jurisprudence de la défunte Cour suprême de justice qui avait décidé, je dis bien que la Cour suprême avait déjà décidé, dans l'affaire ministère public et contre le prévenu Bavé Lavoidi Moukala sous le RP CR du 29 janvier 1996, c'est qui suit. La Cour suprême avait déjà décidé ce qui suit, que la loi numéro 3, disons l'ordonnance loi numéro 63/300 du 16 décembre 1963 ne subordonne pas les poursuites relatives à la prévention d'offenses envers le chef de l'État à la plainte de celui-ci. Ça c'est la Cour suprême, la défunte Cour suprême qui a ainsi
décidé dans un arrêt connu de tout le monde. Parce que lorsque vous vérifiez l'ordonnance de loi numéro 63/3000 du 7 décembre 1963, il n'y a rien qui subordonne le poursuite à la plainte du chef de l'État. Mais c'est plutôt en ce qui concerne l'ordonnance de loi numéro 63/3001 de la même date, qui concerne les chefs d'État étrangers et les chefs de gouvernement. On a aussi parlé de l'inconstitutionnalité en disant que le poursuite engagée par le ministère public viole les dispositions des articles 3 du Code pénal livre 1er ainsi que l'article 67 de la loi organique portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions. Le motif est que le fait, objet de poursuite, serait commis à l'étranger, notamment à Londres. C'est pratiquement ce que je viens de dire, que les faits pour lesquels le prévenu est poursuivi, ce sont des faits qui ont été commis par vidéoconférence et non pas les faits qui ont été commis à Londres lorsque le prévenu a rencontré les investisseurs en face. Pas présentation physique. Et donc pour le ministère public, respectueux du principe de la territorialité, ne pouvait s'appesantir que sur les faits qui ont été commis en République démocratique du Congo par vidéoconférence, et cela est bien dit dans le libellé de prévention. S'agissant de l'incompétence territoriale, disais-je, je viens de vous démontrer l'objet, parce que le seul objet qu'on pouvait saisir s'est trouvé entre les mains du prévenu. Et nous avons demandé au prévenu de produire cet objet-là, et le prévenu a promis de produire. Vous vouliez que nous puissions saisir quoi? S'agissant du corrupteur, je pense que les investisseurs là, qui sont corrupteurs, se sont finalement rendus compte qu'en République démocratique du Congo, il existe ce qu'on appelle la corruption active et la corruption passive. Et qu'en se présentant, ils feront aussi l'objet de poursuites. C'est ça. Et d'autres plaideurs aussi se sont égarés. Ils se sont vraiment égarés pour dire que, voilà ce que je disais, perte de certaines idées. Certains plaideurs ont dit qu'il fallait une plainte. Si l'infraction était commise contre un particulier, voulez-vous dire que les corrupteurs qui sont des investisseurs sont en même temps victimes? Ils ne sont pas victimes. Ce sont aussi des infracteurs. Nous devrions les poursuivre s'ils étaient sous notre sol. Donc, il n'y a pas une victime dans les cas d'espèce. Ce sont des corrupteurs, ils devaient être poursuivis. La loi vous dit très bien, lorsque l'infraction a été commise contre un particulier, est-ce que ces investisseurs-là sont-ils des particuliers? Ou bien ce sont des auteurs de la corruption active? Et pourtant, ce que nous poursuivons, ce sont des faits qui se sont déroulés en territoire congolais. Donc, Londres n'avait pas intérêt à venir dénoncer parce que son ordre public n'a jamais été troublé. Et nous nous sommes réservés quant aux faits qui concernent Londres. Là, c'est lorsqu'ils se sont vus physiquement. Mais le ministère public vous dit que moi, je n'ai retenu que ce qu'il y a eu par vidéoconférence. Donc, le principe de territorialité a été bien suivi. Il y en a qui disent, voilà, je me rappelle, un plaideur a parlé de l'objet, pourquoi on n'a pas saisi les dons, les offres, ceci, cela, pourquoi on ne les a pas saisis. Monsieur le plaideur, il faut assimiler que lorsqu'on est dans la corruption passive et on est dans les trafics d'influence, il faut d'abord se mettre en tête qu'on est en présence des infractions formelles. On n'est pas en présence d'une infraction matérielle. Dans les infractions matérielles, la loi incrimine le résultat. Tandis que dans les infractions formelles, la loi incrimine et réprime les procédés et les tensions. Dans les cas d'espèce, en sollicitant des dons, en sollicitant des rétrocommissions, le prévenu a déjà procédé. Même si on n'a pas donné de l'argent, même s'il n'y a pas eu d'offres ni de dons, les résultats importent peu. C'est une infraction formelle. Et je vous renvoie, vous pouvez lire utilement à ce propos le professeur Nyamiru Mwene Songa dans son livre, s'agissant des délits formels
et de délits matériels, vous allez les lire. Il vous dit, Urbi et Orbi, que la corruption est une infraction formelle. On n'a pas besoin du résultat pour punir. Donc, lorsqu'on ignore ce méandre-là, on risque de dire que non, il fallait saisir l'objet, il fallait ceci, il fallait ceci. Et j'atterris. En attendant leur réplique et pour contre-répliquer, le prévenu vous dit qu'il y a obscurité délibérée. Mais le ministère public dit, mais nous sommes où? Lorsqu'on dit qu'il y a obscurité délibérée, cela veut dire que le prévenu ne comprend pas ce qu'on lui reproche. Mais le prévenu a été devant nous au parquet. Il a été interrogé par 2 reprises. Mais comment le prévenu peut ne pas comprendre ce qu'on lui reproche? Ça veut dire tout simplement que c'est un dilatoire. Comme tout le monde sait que l'exception d'obscurité délibérée, c'est une exception dilatoire, on a voulu gagner le temps. Vous allez donc constater que le prévenu connaît bel et bien ce dont il est reproché. Il s'agit de préventions qui sont bien libellées dans la citation à prévenu que vous avez bien assimilée. On ne peut pas s'en dérober. Venir ici soulever l'exception des constitutionnalités, l'exception d'obscurité délibérée, c'est faire preuve du refus de la justice. Moi, je pense que le prévenu aurait bien fait de demander au tribunal d'accélérer l'instruction pour étaler son innocence, plutôt que de chercher des dilatoires, se cacher derrière les inconstitutionnalités et l'obscurité délibérée. Pour tout ce que nous venons de dire, et en attendant bien sûr le réplique auquel nous allons réagir, le tribunal constatera que tous les moyens évoqués par le prévenu ne sont que des dilatoires qui ne tiennent pas. Et nous voulons que le tribunal puisse se poursuivre pour que nous puissions démontrer à ceux qui ont assisté à la commission de ces infractions que la société existe. J'ai dit. Merci, madame. Vous allez vraiment vous concentrer, vous êtes un collectif de plus de 5, 6. Bon, en tout cas, moi, je vais seulement énoncer, je ne serai pas compté parmi ceux qui vont venir. Parce que je vais seulement énoncer. Vous comprendrez, après avoir suivi religieusement, c'est comme une aventure. Non, c'est prévu en droit positif congolais. Le code de procédure civile prévoit les organisations dilatoires. Mais ici, nous ne sommes pas dans les dilatoires. Nous sommes dans le bon droit. L'article 57 du code de procédure pénale est éloquent pour expliquer ce qu'on attend par obscurité délibérée. Donc, prendre ce qui est sur papier et confronter avec l'article 57, vous en déduisez directement l'inintelligible de la requête. C'est ça le problème. Lui-même, lorsqu'il prend la parole, il vous dit que le prévenu aurait commis les infractions soit dans son bureau, soit... Il n'est même pas lui-même sûr du lieu où l'infraction aurait été commise. Mais c'est pour renforcer en principe la thèse de la commission à l'étranger. Comme j'avais dit, illuminé, qu'il a glissé, c'était un glissement. Et heureusement que nous l'avions détecté à temps pour le lui opposer. Donc c'est ça. Nous avions parlé du manque d'objets, pas les objets matériels, l'objet de la demande. C'est le résultat auquel tout plaideur ou tout demandeur ou tout sais pas quoi, en espèce de paquet ici, recherche. Il vous dit que c'est la corruption passive. Il oublie que nous sommes en face d'une infraction plurale. Et l'infraction plurale, qu'est-ce qu'on en fait? Étant juriste. Donc vous avez les sons d'un côté et vous laissez l'autre son, c'est une corruption passive. On vous cite, dit non, non.
Madame, ce qu'on évite, ce qu'on doit éviter à une certaine limite. Nos institutions ne peuvent pas à une certaine limite copier les comportements des politiciens. Permettez-moi de dire. Les Djalé Lola, ça fait que ça tue le fonctionnement des institutions congolaises. La République démocratique du Congo a un gouvernement et il y a un garde-dessous. Il y a un garde-dessous. Lorsque il y aurait un problème ou une difficulté, le garde des Sceaux est là. Le ministre de la Justice est là comme les conseillers juridiques du gouvernement et comme aussi même l'avocat du gouvernement. Mais on vous dit non. Le parquet, il s'est réveillé d'un bon matin, et la toile a été bombée par le vidéo, par ceci, et directement il s'en est saisi. Oubliant que son propre rapport le contredit. Oubliant que son propre rapport le contredit. Et il va très loin, la victime c'est l'État congolais. Et l'État congolais ici est représenté comme gouvernement par les ministères publics. Il va prendre la parole par l'État congolais là. En termes de gouvernement, est représenté par le ministère public. Ça, c'est inadmissible. Et il est représentant de l'État. Il a conseillé ici comme parti civil. A-t-il conseillé comme parti civil ici? Parce que c'est l'État qui est victime. Non. On doit s'éviter certains concepts, je dis, qui appellent juste à beaucoup d'interprétations. La Cour de sûreté de l'État n'existe plus. Alors, si vous avez vous voulez opiner sur une question donnée, Bino Suzungu a un ouvrage de doctrine riche. On aurait aussi à voir du parquet général de la Gombe un son doctrinal, le contraire. La doctrine matérialisée par une publication aussi. Donc ça, on doit quelque part aussi éviter de faire des emplois qui peuvent s'avérer un peu abusifs. Donc, je ne voudrais pas consommer trop de temps. Je laisse la parole à mes confrères, si vous pouvez me des paroles. Sur abondamment, j'allais ajouter en parlant de la corruption passive. À mon humble avis, lorsque nous analysons le concept corruption passive, on suppose qu'il y a un corrupteur et un corrompu. Dans le cas d'espèce, la question qui est posée, qui est le corrupteur? On ne l'a jamais identifié. On ne le connaît même pas. Il n'a jamais été interrogé dans un procès verbal pour savoir combien il a remis en termes de dons, en termes d'objets de valeur. Il n'y a pas un corrupteur actif. Mais l'on vous dit qu'il y a un corrompu. J'ai eu à interroger madame, un notaire ivoirien, M. Hyacinthe Sarasolo. Dans son ouvrage, La corruption des fonctionnaires en Afrique, étude de droit pénal congolais. Hyacinthe Sarasolo dit ceci. Pour parler de corruption passive, il faudrait que la personne soit la seule habilitée à délivrer les actes de la fonction. C'est-à-dire qu'il doit être compétent pour délivrer tel document. Mais le conseil spécial du chef de l'État n'a pas la signature à mon avis. C'est un consultant. C'est un consultant qui a un agenda fourni. On lui soumet des questions stratégiques. Il analyse et il soumet à l'appréciation de la haute autorité pour sanctionner. Il ne délivre aucun document, rien. Même pas un permis d'exploitation, rien. Mais on dit qu'il a été corrompu passivement, il a réceptionné des dons, et en contrepartie, qu'est-ce qu'il a remis au corrupteur actif? Des permis de minier? Non.
Il n'est pas compétent. Et lorsqu'on n'est pas compétent pour délivrer un tel de documents, j'ai madame, je réponds en disant qu'il n'y a pas d'objet. Il n'y a pas de correcteur, il n'y a pas l'objet, la nature de l'objet qui a été remis. Il n'y a pas aussi l'acte de la fonction qui a été remis à la partie. Donc je dis que c'est un dossier vide. Je dis je vous remercie. À la position du ministère public, voilà qui vient confirmer la charge. Je sais de quoi il s'agit. Quand nous disons que la procédure d'instruction du parquet a violé les lois, c'est curieux d'entendre monsieur l'officier du ministère public, l'instructeur du dossier, qui a consigné son procès verbal avec notre client, sorti du cadre même de son mission. Et je ne localise pas de quelle manière il rencontre, il épouse la requête qui vous saisit aujourd'hui. Quand il veut soutenir la thèse selon laquelle les faits prétendument commis le seraient à Kinshasa, tantôt c'est chez lui, tantôt en vidéoconférence dans son bureau, mais ce n'est pas ce que lui il a consigné dans son procès. Madame, la requête n'est que le résultat du PV d'audition appuyé par le rapport de l'instructeur. C'est ce qui donne corps à la requête de fin de fixation pour venir vous saisir, madame. Le PV renseigne à la suite de sa question à notre client que les faits se seraient commis. Parce que nous parlons au conditionnel. Ici, nous ne disons pas que les faits ont été commis. On n'est pas encore là. On n'est pas encore à l'instruction. Donc, quand lui-même reconnaît avoir consigné Londres comme lieu, mais il dit non, c'est à Kinshasa. Hein? C'est à Kinshasa. Et même dans son rapport, il parle du journal Le Temps, un journal suisse. Qu'ils nous disent au moins que c'est un journal congolais. Madame, nous disons au tribunal que vous n'allez pas faire égard à cette requête parce que cette procédure d'instruction a violé les pertinentes dispositions des articles 3 du Code pénal livre 1er et 67 de votre loi. Et par conséquent, vous allez prendre les dispositions. C'est momentanément suspendu. Prendront la parole et si le PG a répliqué, il va répliquer après. C'est nous, tribunal, qui allons le prononcer. Et présentement, vous n'aviez pas encore fini. Ok, continuez. Et des peines, aucune procédure ne peut violer la loi et qu'on la laisse poursuivre son fil. Non. Nous disons que le ministère public a violé la loi. Et vous ne pouvez pas épouser cette thèse-là, qu'elle devait vous présenter comme si non, nous faisons passer le temps, on devait plutôt demander au tribunal de continuer d'entamer l'instruction. Non. Mais si les prémices fausses, alors la suite sera quoi? Voilà pourquoi, Madame le Président, nous avons voulu réaffirmer que les dispositions des articles 3 du Code pénal livre 1er et 67 de la loi organique portant organisation, fonctionnement et compétences de toutes les juridictions ont été violées par le ministère public. Et vous en tirez les conséquences. Notre réplique, d'abord, n'a pas été suffisamment énervée, mais nous avons quand même ramassé de petites choses que nous avons entendues. On nous dit que dans notre requête de fin de fixation d'audience, les lieux de la commission de fait n'ont pas été déterminés. Ce qui est faux. Apparemment, les plaideurs veulent qu'on dise que non, les faits ont été commis sous les lits, au jardin, dans la cuisine ou au salon. Lorsqu'on détermine les lieux de la commission de fait, on détermine la commune. On détermine dans quel pays. C'est ce qui a été fait. Nous avons bien déterminé que les faits ont été perpétrés dans la commune de la Gombe. Nous n'avons pas dit que c'était au bureau, que c'était dans la cuisine. Donc, ce moyen ne tient pas. Et on nous demande aussi quel est finalement l'objet de notre action. C'est quand même à décider pour tout le monde que l'action publique, surtout quand ça vient du ministère public,
ça vise la répression. Ça vise la répression. L'objet de notre action, c'est la répression, tout simplement, c'est la répression. On a dit aussi que le ministre de la Justice a fait ceci, fait cela. Il ne faut pas citer le nom du ministre de la Justice ici. Parce que ce n'est pas le ministre de la Justice qui met l'action publique en mouvement. Seul le ministère public qui met l'action en mouvement indépendamment du gouvernement. Donc ce sont des institutions distinctes. Il n'y a pas à parler du gouvernement, il n'y a pas à parler du ministre de la Justice. Voyez le ministère public qui a reçu ce pouvoir d'exercer l'action publique au nom de la société congolaise. On vous dit également que mon défunt collègue Tizungu a bien fait de dire que les poursuites en matière d'offense contre le chef de l'État sont subordonnées à la plainte. Apparemment, les plaideurs là n'ont pas compris que le ministère public a cité une jurisprudence très éloquente de la défense de Cour suprême de justice en cette matière-là. Et non seulement que nous avons cité la jurisprudence de la défense de Cour suprême de justice, mais nous sommes allés très loin pour lui faire voir que cette conception qui a été reprise par mon défunt collègue Tizungu Boni résulte de l'atavisme né du Code de l'organisation de compétences judiciaires déjà abrogé, ainsi que de la Cour de sûreté de l'État qui est déjà dissoute. C'est une conception atavique aujourd'hui. Lorsque vous prenez tous ces textes-là, vous ne verrez nulle part où il est dit que pour poursuivre l'auteur d'une offense envers le chef de l'État, il faut une plainte préalable. D'abord, le texte même incriminateur, qui est l'ordonnance loi numéro 63/300 du 7 décembre 1963, ne dit nulle part que les poursuites sont subordonnées à la plainte. Aucune autre loi ne le dit. C'est pourquoi je suis allé même très loin pour vous montrer les rapprochements qu'on a semblé faire entre l'article 138 terre et puis les dispositions s'agissant des chefs d'État étrangers et de gouvernements étrangers, que c'est de manière erronée. Nulle part la loi subordonne et aucune même jurisprudence ne subordonne les poursuites en matière d'offense envers le chef de l'État à la plainte préalable. On nous a aussi dit que non, dans cette instance, il faut qu'il y ait les corrupteurs parce que l'infraction de corruption suppose un corrupteur et un corrompu. C'est ce qu'on a voulu dire. Et on a dit que ces corrupteurs-là ne sont pas identifiés. À moins que ce soit une photophobie judiciaire. Lorsque je prends la requête, je lis, sans bien ouvrir les yeux, que les corrupteurs sont bien identifiés. Et ce n'est pas le ministère public qui les a identifiés, c'est le prévenu qui les a identifiés parce qu'il savait avec qui il s'entretenait. Ce n'est pas le ministère public qui les a cités. Vous lisez la prévention, vous allez voir que les corrupteurs sont identifiés. Et il n'est pas dit que lorsque l'auteur de la corruption passive est poursuivi, il faut en même temps que l'auteur de la corruption active soit poursuivi. Et nous insistons pour dire ici que s'agissant de l'article 3 qui a été suffisamment évoqué par le prévenu, la soupçonation qu'on fait de cette disposition légale avec le fait ne tient pas. Parce que l'article 3 vous dit, lorsque l'infraction était commise contre un particulier, c'est en ce moment-là qu'on a besoin de la plainte. Mais quel est ce particulier qui a été victime dans le cas d'espèce? Dans le cas d'espèce, c'est l'État congolais. C'est l'État congolais. Et nous ne sommes même pas dans cette hypothèse où les faits ont été commis à l'étranger. Nous sommes dans l'hypothèse réaliste et vérifiable dans laquelle le prévenu a perpétré ces faits par vidéoconférence. Et donc, on ne peut pas évoquer le principe de territorialité qui n'a aucunement été violé. Je dis. Les procureurs de la République ayant répliqué par rapport à tous ces moyens, estime prendre ces moyens en délibéré pour se prononcer dans sa décision motivée dans les délais de la loi, soit dans les délais. Merci. L'audience est momentanément suspendue pour changement de procédure.
Versé dans les dossiers. Arthur Bomana Bomposo. Au cours de votre plaidoirie, vous avez déclaré que le tribunal devait se déclarer incompétent pour connaître cette affaire, mais le ministère public a dit que les infractions étaient commises en République démocratique du Congo et le tribunal était compétent pour les connaître. Une nuance que nous apportons, on n'est pas encore au niveau de déclaration de la commission des infractions. Nous n'étions que sur la forme. Parce que non, ce n'est pas nous qui disons, mais ce sont les pièces, notamment le PV d'audition, la requête de fin de fixation, le rapport du magistrat instructeur lui-même font état de ce que les vidéos montées et séquencées par ceux qui avaient intérêt de le faire l'ont été à partir de la ville de Londres au Royaume-Uni, en Europe. Et c'est pour cette raison-là, nous avons sollicité l'incompétence du tribunal au motif qui n'est pas territorialement compétent, du fait que ces infractions n'ont pas été commises, ne seraient pas commises dans le ressort de sa juridiction. Les deux, nous faisons savoir que nous ne sommes que... Nous n'avons statué que sur les exceptions. Et parmi lesquelles nous avons pris l'incompétence du tribunal par rapport à sa territorialité. Nous avons aussi fait voir au tribunal que la requête qui le saisissait violait certaines dispositions de loi, notamment comme ce sont les faits qui seraient commis à l'étranger. Il y a des préalables légaux qui pèsent, à savoir la plainte préalable de la partie lésée, chose qui n'a pas été faite, ou la dénonciation de l'autorité publique du pays où ces infractions seraient commises. Et ces deux préalables, jusqu'au moment où nous parlons, n'ont jamais été faits. Et les deux, il y a aussi le problème de l'identité de la partie contre qui ces actes infractionnels ont été visés. Le plaignant, en d'autres termes, la victime, qui jusqu'au moment où nous parlons, reste inconnu. Donc, par rapport à d'autres, nous sommes respectueux de notre justice. Je crois que vous avez été dans la salle, vous avez vu comment la gaieté qui a animé les orateurs, les plaideurs et même les tribunaux. Et je crois que mes estimés confrères ici peuvent compléter. Mais les ministres du tribunal, nous avons notre position et cette position est du droit. Le droit, vous avez été dans la salle, nous avons fait voir au tribunal la précipitation avec laquelle le ministère public, qui dans son rapport à lui, il a fait quand même voir qu'on ne serait pas aujourd'hui devant le juge. Parce qu'il y a certaines données de l'instruction qui font défaut.